Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. La dangereuse odyssée vers l'Europe de Omar, interprète afghan, et celle de millions de réfugiés. Le journaliste américain Matthew Akins a pris la route de l'exil avec eux en immersion, journaliste infiltré. Il raconte ce périple dans un livre et tout à l'heure à partir de 12h55 au micro de la grande table des idées. Mais d'abord, El Reno, Que Dios nos perdone, Madre. Ces trois principaux films seront projetés cette semaine dans le cadre du festival Reims Polar dont il est avec Martin Campbell et Walter Hill, l'un des trois maîtres du noir invités. Le réalisateur espagnol Rodrigo Sorogoyen a par ailleurs fini de tourner son 6e long métrage avec Marina Foïs et Denis Ménochet, bientôt en France, bientôt en salle. Pour l'heure, on l'accueille ici autour de notre grande table culture, à écouter tout de suite ou à retrouver plus tard sur le fil de vos podcasts. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. On l'avait quitté, Rodrigo Sorogoyen, avec Madre en salle l'an dernier. L'histoire d'une mère qui assiste impuissante à la disparition de son fils de 6 ans. Elle est chez elle en Espagne, en vacances, avec son père. Son enfant l'appelle d'une plage française. Il est seul, il est abandonné. Un homme étrange lui fait signe de venir. Il court, se cache, fuit, puis plus rien. La ligne a coupé. La mère appelle la police, mais la police ne peut pas localiser l'appel. Hola, hola. Hola. ¿Quién soy otra vez? Resulta que mi hijo está solo en una playa de Francia. ¿Se puede localizar la llamada? Un momentito, señora, no se retire. ¿Qué por pasa, favor. mamá? Se ha cortado, hija. Oiga, oiga. Présenté à Venise en 2019, le film Madre apporte à son réalisateur une reconnaissance internationale et le festival consacre l'interprétation de Marta Nieto dans le rôle de la mère. Bonjour Rodrigo Sorogoyen. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à votre voix française, si vous choisissez de l'utiliser. Bonjour Pascal Fougère. Bonjour. Bonjour, merci d'être là en secours, en recours, voilà. Le dernier s'il l'en faut. Cette scène d'ouverture du film Madre, votre film, Rodrigo Sorogoyen, en dit assez long sur votre virtuosité de cinéaste. Un huis clos où on assiste impuissant avec cette mère à la disparition de son fils. Est-ce que vous pratiquez le cinéma comme le journaliste que nous recevrons tout à l'heure en immersion? Est-ce que vous vous sentez vous-même infiltré dans vos propres histoires? Si moi je m'infiltre dans mes propres histoires, bon, je crois que oui, que c'est pas obligatoire ou irrémédiablement, parce que c'est un travail pour moi, une profession très immersif, c'est dit, parce que comme vous avez dit. Et je crois que c'est l'unique façon de comprendre cette profession et de faire cinéma, d'essayer de te remplir de tout, de rentrer dans tout l'univers qu'il est possible dans l'histoire qu'on veut raconter. Madre, c'est un coup de génie. Vous adoptez dans ce film le point de vue d'une mère, le point de vue d'une femme. Comment est venue l'idée de ce film? Il y a eu d'abord le court-métrage, puis le long. Mais comment est venue l'envie de raconter l'histoire de cette femme, de cette mère qui perd son fils, qui disparaît et qui part à sa recherche ensuite? Bon, comme vous avez dit, c'était l'idée de court-métrage. Le court-métrage, c'est seulement une scène où il y a une situation horrible, que c'est seulement cet appel qu'elle reçut dans sa maison, comme tu as expliqué, comme vous avez expliqué, c'est son enfant qui dit qu'il est perdu, tout ça, non? On avait compris que c'était une situation horrible et qu'il n'y avait pas de solution, au moins dans le court-métrage. Et c'est un court-métrage qu'on a fait 2 années avant que le film, que le long-métrage. Et on a travaillé si bien, tous ensemble, le court-métrage. Il a eu beaucoup de succès et donc quand on s'est demandé quel peut être notre prochain film, notre prochaine histoire à raconter, on a choisi continuer cette court-métrage, cette histoire, parce qu'il n'était pas fini, parce qu'on a travaillé très bien ensemble, et aussi parce qu'il nous permet, il nous a permis raconter une histoire très différente aux histoires qu'on a racontées avant, que c'était plus
des polars plus de genre, plus policiels, comme, non, je ne sais pas si c'est dit comme ça. Et on pouvait parler de d'autres choses comme l'univers féminin que vous avez dit. On pouvait tourner et pourtant connaître notre lieu, dans ce cas dans le pays de France, dans le Land. Et on pouvait parler aussi comment dire, d'une mère qu'elle est perdue, qu'elle n'est pas folle du tout, mais tout le monde l'appelle folle. Et ça, c'est une chose qui nous intéressait beaucoup, cette psychologie de ce personnage qu'elle doit se confronter à toute une société, tout ce petit village qu'il ne comprend pas cette situation. Et aussi, on voulait parler d'amour, que c'est une chose que normalement on ne parle pas dans notre film. On parle des relations sentimentales, évidemment, des relations émotionnelles, mais pas de l'amour. Et finalement, Madre, le film, je crois que c'est une histoire d'amour. Que Dios nos perdone, El Reno et Madre, c'est effectivement 3 films très différents et vous venez de l'évoquer, Rodrigo Sorogoyen, dans votre envie de changer de registre déjà avec ce film-là, Madre. On passe du thriller policier au thriller politique, au thriller plus psychologique, voire au film d'amour. Qui vous voulez surprendre en changeant de registre à chaque fois? Est-ce que c'est vous, avant tout, le réalisateur, le cinéaste que vous êtes, ou c'est votre spectateur? ¿A quién quiero responder? Je crois que tous les deux. Je crois que c'est génial essayer de surprendre le spectateur. On fait le film pour quelqu'un, évidemment, pas pour toi. Si tu fais un film et tu es très content avec ton film, mais tu penses que personne ne le va voir, c'est une chose totalement incomplète pour moi. Et donc, toujours tu veux, je ne sais pas si surprendre, mais si offrir quelque chose de différent ou quelque chose d'intéressant ou quelque chose intellectuellement intéressant ou quelque chose émotionnellement intelligent émotionnellement intéressant au spectateur. Mais c'est vrai que le travail il commence pour uno mismo, par soi-même. Pour soi-même, pardon. Pour soi-même, merci. Et les premières personnes qui doivent être surpris, c'est moi, évidemment. Et alors vous changez de registre d'un film à l'autre, mais à l'intérieur même des films aussi, vous créez du rebondissement permanent. On l'a évoqué avec Madre, où là encore, la quête de cette mère qui cherche son fils, qui cherche à retrouver ce fils disparu, va devenir un film sur une relation trouble, ambiguë, tendre entre une femme et un adolescent. C'est-à-dire que là encore, dans le film, vous n'êtes jamais là où on vous attend. Il y a ce besoin, on l'évoquait, de surprendre, et puis cet art aussi de l'intrigue, du suspense. Vous l'avez appris où? Qui sont vos maîtres en suspense? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est qui sont mes maîtres. Mais évidemment, j'ai grandi avec le cinéma nord-américain des années 70, le cinéma nord-américain des années 90 quand j'étais petit. Et très tôt, j'ai appris à voir le film européen, les grands films européens, français, italiens, nord de l'Europe. Donc, je ne peux pas dire un maître. Je crois que c'est tout le mélange de tout le cinéma que j'ai vu. Il y a un peu des parentés quand même avec un cinéaste américain comme David Fincher, le réalisateur de Seven, de Zodiac. Ça a été un modèle pour vous, ce cinéma-là aussi? Bon, évidemment. Pas plus qu'un autre? Pardon? Pas plus qu'un autre? Je ne crois pas que plus qu'un autre, mais c'est vrai que Dios nos perdone, il y a des références très, très visibles à David Fincher, que évidemment Seven et Zodiac pour moi c'est deux Beastmaster, et ça c'est pour moi évident, mais c'est vrai qu'il y a après des autres films de David Fincher que je n'aime pas beaucoup. Et il est un réalisateur incroyable, un génie, pour moi c'est un génie, un génie, mais c'est vrai que c'est pas la référence tout le temps David Fincher. Je crois que je préfère parler de films que parler de réalisateur. D'où vient le pouvoir des images? On écoute le réalisateur David Fincher. France Culture. Et on retourne retrouver David Fincher. Je crois que les images très fortes
sont celles qui portent en elles un sentiment d'urgence et d'agressivité. Mais je crois que moi, là où j'en suis dans ma vie maintenant, aujourd'hui, je suis plus attiré par des moments presque banals, quotidiens, simples, qui peuvent susciter de l'émerveillement, qui peuvent mener à une compréhension plus grande et plus ample. J'adore les petits suspens de la vie quotidienne dans les films, et j'aime les filmer sans aucun artifice. Je crois, dit-il, que les images très fortes sont celles qui portent en elles un sentiment d'urgence et d'agressivité, dit David Fincher. Qu'est-ce qu'une image qui porte, une image qui transmet un message pour vous, Rodrigo Sorogoyen, une image forte? Quel type d'image? C'est une question très difficile, je crois, très intéressant. Si une image, il doit te provoquer, quelque chose. C'est génial qu'il dit un sentiment d'urgence. Bon, ok, je peux dire oui, évidemment, mais il peut te provoquer des autres choses. Et je crois que ça, c'est... S'il te provoque des sentiments ou de réflexions ou d'émotions fortes, c'est que tu as fait ou tu as vu une image qui mérite la peine. Qui vaut la peine. Qui vaut la peine. Une image forte, c'est pas forcément une image qui délivre un message au premier degré, une image qui peut faire peur. Vous avez l'habitude de prendre des chemins détournés et de faire attention d'éviter des images trop frontales, trop violentes aujourd'hui. Et je ne sais pas si je le évite, mais c'est vrai qu'on a appris, et je crois que ça c'est sûr, et tout le monde il sera d'accord avec moi, que les images plus fortes, c'est les images plus suggérantes. Qui suggèrent. Ça, c'est les images qu'il attaque totalement à ton inconscient, pas à la, comme tu as dit, je crois que tu as dit ça, à la première degré. Je crois qu'une image, les images plus intéressantes, c'est les images qui restent dans ta tête, et pas dans ta tête, sinon dans la deuxième partie de ta tête. Non? Dans l'inconscient. Exact. Et comment on crée justement des images qui suggèrent? Ça se pense en amont d'un tournage, à l'écriture déjà du film? Il y a beaucoup d'opportunités pour créer cette image. Évidemment, la première, c'est dans le scénario, dans l'écriture. Tu essayes, mais peut-être tu ne trouves pas, ou peut-être essayer de créer des images très fortes. Quelquefois, il va contre le scénario, contre la narrative, l'histoire. Donc, tu dois avoir cet équilibre, tu dois savoir quand tu peux trouver ou essayer de trouver cette image ou tout le contraire. Mais tu dois savoir que tu auras beaucoup d'opportunités dans le procès d'un film, dans la construction d'un film, de trouver cette image, parce que peut-être le scénario c'est comme ça, mais après, dans le tournage, tu as la possibilité, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je me souviens, mais à Madrid, il y a une image très très forte qu'on a trouvée pendant le tournage. On était dans l'endroit en train de tourner une autre chose, et j'ai vu une chose, j'ai vu dans un bois, j'ai vu beaucoup de bois, de maderas. Un tas de bois. Totalement coupé, et apiladas. Empilé. Et c'était une image très très forte qu'il m'a, au moins pour moi. J'ai dit on doit tourner ça, et je sais que ça dans le tournage il arrive beaucoup de fois, non, mais c'était génial de trouver des choses et être ouvert à pouvoir le mettre dans le film, et pas être totalement fermé à filmer seulement les choses que tu as écrites il y a une année, par exemple. Une bonne image, ce serait une image un peu ambivalente, une image ambiguë, qui laisse au spectateur un chemin à parcourir, avec son esprit, tel que vous l'a raconté aussi, Rodrigo Sorogoyen. Est-ce qu'il en va de même pour les protagonistes de vos films, pour les héros de vos films? Est-ce que vous recherchez chez eux cette ambiguïté, cette même ambivalence, cette énigme peut-être dans chacun des personnages? Énigme. Oui, Isabelle, que c'est mon co-scénariste, et moi, tout le temps, je crois que ça nous intéresse. Il y a des autres écrivains qui s'intéressent à une autre chose, mais pour nous, les choses plus intéressantes, c'est les personnages, la construction des personnages, et surtout construire des personnages
ambivalents, comme tu as dit, pas qu'ils sont une face, non? Sinon beaucoup de faces. Et ça veut dire qu'ils sont capables de faire des choses héroïques, mais aussi des choses moralement réprobables. Et des choses également moralement réprouvables. Et ça, c'est les choses qui plus nous intéressent parce que je crois que tous, on est capable de faire les choses meilleures, mais aussi les choses pires. Et ça, c'est les choses. Et cette convivencia, C'est ce mélange. Si, mais vivre avec ça, c'est les choses que pour moi, c'est plus difficile dans la vie et pourtant intéressant. Comment vous l'avez pensé, imaginé le personnage de El Reno? Comme ça, en train de voir les news, comme se dit les news? Les infos, en train de voir les infos tout le temps, en train de voir cette personne qu'ils sont sospechos, Les suspects. ou totalement coupables pour la loi. Et voir comment ils s'enfrentent, comment ils se confrontent à la réalité, à la presse, au public, los votantes, aux personnes électeurs. Et beaucoup de fois, l'Espagne au moins, avec un sourire, avec une hypocrisie incroyable, mais essayer de comprendre, de rentrer dans sa tête, et pourtant dans ses maisons, dans sa famille, dans ses amours. Pour moi, c'était fascinant. Donc, avec cette demande, avec cette question qu'on s'est fait à nous-mêmes, c'est comme on a commencé à écrire, à imaginer un personnage comme ça, parce que finalement, c'est un personnage, mais aussi c'est une personne qui à la fin, c'est comme nous, ou qu'il peut être comme nous. Et c'est un portrait du pouvoir que vous faites aussi à travers ce film-là, hein, et ce personnage d'homme politique influent, rattrapé par des affaires de corruption, incarné par l'acteur Antonio de la Torre, aussi pour ce film. Vous souriez, vous vous moquez parce que j'arrive pas à rouler les airs. Je vous vois. Hein. Ça, c'est c'est ta tête et ta imagination. C'est un portrait du pouvoir que vous vouliez faire avec ce film-là? Et oui, je crois qu'à la fin, c'est un portrait de pouvoir, mais si je suis honnête, je crois que ce n'est pas le moteur de notre film, de notre intention. C'était pas le principal moteur, ce n'était pas le retrait de pouvoir. C'est vrai que tu es en train de parler de pouvoir, tu es en train de parler des partis politiques, de comment il marche un système, de comment il marche un pays, de comment il marche une société. Mais en fait, si tu vois le film, c'est l'histoire d'une personne qui perd le pouvoir tout le temps. Pas une personne qui veut le pouvoir, non? Que normalement, quand on voit des films politiques, c'est des personnes qui veulent le pouvoir, de comment ils peuvent se corrompre. Oui, comment ils se corrompent. Pour être corrupts, pour prendre, pour réussir le pouvoir. Ici, je crois que cette partie, il a fini avant de commencer le film. Et quand il commence le film, c'est une personne qui commence à perdre de pouvoir, mais surtout de dignité, de crédibilité. Et pour moi, les choses intéressantes, bon, pas les choses intéressantes, mais le moteur du film, c'est comme cette personne qu'il a fait beaucoup de choses corruptes, non, pour arriver là, comme il a pu vivre toute cette temps-là. Je m'explique? Toute cette vie-là? Tout ce temps. Si. Tout ce temps-là? Si, pardon. Rodrigo Sorogoyen, vous avez, il y a les longs métrages, le cinéma, il y a aussi la série qui est aujourd'hui un format qui cartonne à la télévision, sur les plateformes. Après Antidisturbios, diffusé sur Canal+ en France, où vous étiez cette fois en immersion dans la vie d'une brigade de CRS, vous travaillez aujourd'hui sur une nouvelle série, paraît-il, sur la guerre d'Espagne. C'est la première fois que vous vous attaquez à un tel projet, à une fiction historique. Quelle place justement pour vous de la fiction dans cette guerre? Ou autrement dit, quelle place occupe cette guerre aujourd'hui dans les mémoires? Comment est-ce qu'on peut la retravailler, en parler à travers le biais fictionnel de cette guerre d'Espagne? C'est génial que tu me fasses cette question parce que c'est une les raisons pour lesquelles on veut écrire de ça, on veut faire en fiction, parce que je crois que c'est très, très, très obligatoire à l'Espagne, au moins à l'Espagne, de parler de ça. On est très, très peu habitué
au moins dans ce moment-là, un moment très délicat et très dangereux, je crois, socialement dans mon pays. Et je crois que c'est obligatoire de parler de ça. C'est l'épisode plus traumatique et pourtant plus déterminant de notre histoire. On est comme ça maintenant parce qu'il est arrivé cette chose horrible que c'est la guerre civile. Et c'est très, très difficile de parler de ça avec une rigueur. Une rigueur. Une rigueur. C'est très, très difficile dans mon pays. Et c'est pour ça qu'on croit que c'est obligatoire et qu'il sera, si on le fait bien, mais on essayera de le faire bien, et c'est nécessaire de le faire. Parce qu'on vit, je ne sais pas, ici à la France, je ne suis pas très, très, très informé dans ce cas-là. On est en train de vivre une période totalement hystérique, totalement combatif dans le le mauvais sens, de personnes qui ne s'écoutent pas dans les politiques et pourtant et aussi dans le sélecteur et dans la société. Et il n'y a pas un relato, Un récit commun de notre histoire. Et ça, c'est horrible. Et ça, je crois qu'à la France, il n'arrive pas. Je crois qu'à l'Allemagne, il n'arrive pas. Et pour moi, c'est dramatique. D'où l'importance de la rigueur, comme vous l'évoquiez, l'importance d'être juste, peut-être, pour en parler. Je vous propose d'écouter les mots du romancier espagnol Javier Cercas. Il a revisité aussi à travers ses livres les différentes zones d'ombre et les fantômes du franquisme, de la guerre d'Espagne, et notamment dans Les soldats de Salamine ou L'imposteur. Il a récemment ouvert une trilogie de polar, Terra Alta, dont le 2e tome, Indépendance, va paraître chez Actes Sud en mai prochain. Javier Cercas. Je dirais, je cherche à comprendre tout. Et comprendre tout, ça veut dire comprendre le mal aussi, le mauvais côté aussi, peut-être principalement. Parce que peut-être c'est plus important de comprendre les bourreaux que les victimes. Parce que c'est facile de comprendre les victimes. Et bien sûr, il faut être avec eux. Mais c'est peut-être plus important de comprendre les bourreaux parce que seulement si on comprend les bourreaux, peut les détruire, peut les attaquer. Et surtout, la suspension du jugement moral, je crois que c'est essentiel dans un roman. Pourquoi ? Parce qu'un roman ne juge pas. Un roman travaille avec l'ambiguïté, avec les ironies, les contradictions morales, politiques et tout ça. C'est-à-dire, ce qu'il doit montrer, c'est toute l'immense complexité de la vie morale, de la vie politique, de la vie en général. Et je cherche toujours ces lieux d'ombre, ces zones d'ombre, ces zones de grise, pour utiliser l'expression de Primo Levi. Je ne cherche pas ça délibérément. Je dois dire que j'ai une attraction pour ça. L'honnêteté, la rigueur, l'humanité que vous revendiquez, Rodrigo Sorogoyen, dans vos films, et notamment pour cette série qui va donc s'attaquer à la guerre d'Espagne, est-ce que ça passe par cela, par cette idée de ne pas juger ? Évidemment, oui, je suis totalement d'accord avec les paroles, les mots de Javier Cercas. Évidemment, oui, on essaye de faire ça, mais dans la guerre civile, c'est très, très, très difficile de faire, parce que historiquement, il n'était pas jugé. Il n'était pas. Ça, c'est les choses horribles de l'Espagne. Parce qu'il a gagné la guerre qu'on connaît, qui a gagné la guerre. Et il a eu 40 ans de dictature. De dictature. Et après, il a eu un pacte de silence, de pas attaque. Que dans ces moments-là, il doit être très difficile de le faire, évidemment. Sûrement, c'était une situation très, très difficile et je peux la comprendre, mais on ne doit pas laisser de dire que ça, il a causé une société, il a construit une société 40 ans après, que c'est maintenant, où les personnes qui se donnent dans le pouvoir, et ses descendants, ils continuent sans reconnaître le crime qu'il a eu à l'Espagne et pourtant la besoin, la nécessité de pardonner. Ça, je crois que la société espagnole, il ne peut pas pardonner parce que personne il a demandé le pardon.
Je ne sais pas comment se dit. Et que ce passé-là, cette histoire explique le présent aujourd'hui de la société espagnole. Oui. L'indignation, les indignés, les indignados, l'indignation, est-ce que c'est une émotion, un sentiment? Est-ce que c'est un moteur pour vous, cette indignation qui est aussi au cœur d'un film comme Que Dios? Pues sí, c'est un sentiment pas joli et on serait plus libre et on habiterait, je crois, avec soi-même mieux sans ce sentiment. Mais évidemment, il y a un sentiment d'indignation très fort à moi et que ça a été le moteur de El Reino, surtout, mais aussi de Que Dios nos perdone un peu. Et évidemment de la guerre civile, oui. Pourquoi vous faites du cinéma aujourd'hui? On se dit que vous avez dû être approché comme d'autres cinéastes espagnols par Hollywood, mais pour l'instant vous restez entre l'Espagne et la France. Pourquoi? Est-ce que ça vous offre une autre manière de filmer? Est-ce que ça vous permet de garder votre singularité, de traiter de tous ces sujets qui n'intéresseraient peut-être pas le monde ou les États-Unis? Totalement. C'est un choix? Si, il ne m'intéresse pas du tout la façon de faire des États-Unis, ne m'intéresse pas la culture des États-Unis, ne m'intéresse pas la manière d'être et de faire des États-Unis. Et par contre, à l'Espagne, je suis très, avec toute ma indignation, mais je suis évidemment très commode dans beaucoup de choses. Et on est arrivé à un lieu que c'est pas parfait, mais on peut raconter des histoires plus ou moins de la façon qu'on veut, mais surtout, j'ai une fixation. Une idée fixe. Une idée fixe avec la France, parce que je suis très, très, très admiratif avec votre façon de faire et votre façon de comprendre, de vivre la culture, le cinéma et tout ça. Et pour moi, c'est clair, parce que j'ai fait un film l'avant dernière à la France. Maintenant, j'ai fait un film avec deux protagonistes français qui viennent à vivre à l'Espagne. Donc, c'est vrai qu'il y a une filiation là très, très forte. Et vous avez fait une partie de vos études en France aussi. C'était oui. Erasmus. Vous êtes de cette génération-là, Rodrigo. C'est pas une partie des études. C'est seulement 9 mois d'être là. C'est beaucoup. Merci beaucoup à vous. On vous retrouvera au festival du Polar, au festival Reims Polar, qui débute cette semaine et se termine dimanche, en maître, avec la projection de 4 de vos films. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Pascal Fougère pour cette traduction au débeauté. Merci.